Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici de retour. Salut Philippe. Salut Thierry, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh oui, on n'a pas pu honorer notre rendez-vous hebdomadaire pendant 15 jours, mais congé payé oblige, et y compris pour le boulot. Hein. Oui, le boulot fait que nous n'étions pas là. Et donc passons tout de suite au bref. Eh bien voilà, on le sait désormais, 1200 entreprises cotées en bourse dans le monde vont verser 1400 milliards d'euros ou de dollars de dividendes. 1400 milliards. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de pognon pour résorber notamment la faim dans le monde. En France, eh bien, sachons-le, en France, les entreprises cotées au CAC 40 vont verser 51 milliards d'euros de dividendes. Elles ont doublé le versement des dividendes par rapport à l'année dernière. C'est le vrai paradis fiscal en Europe, la France. Et pendant ce temps, justement chez nous, eh bien, les gens ont un reste à vivre de 50 euros ou nos étudiants font la queue pour bouffer. Nous demandons une augmentation de 150 euros net par mois. C'est la revendication des 300 salariés de Norpin. Norpin, c'est une usine qui appartient au groupe La Boulangère et qui est située à Val-de-Seine, en Seine-Maritime. Leur revendication, elle est simple. Elle est liée à des conditions de travail extrêmement difficiles, à un salaire de base qui est minimum SMIC par rapport à un temps de travail qui est supérieur à 37 heures. Et aujourd'hui, pour combattre ces inégalités, ils attaquent leur deuxième semaine de grève. On va faire une intervention différente dans les brèves et évoquer ce qu'a écrit récemment dans l'UMA Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste, porte-parole CGT de la Fédération Santé, et qui revient justement sur le prix du vaccin. Je reviens sur le prix des vaccins alors qu'a été annoncé à une extension de la 3e dose pour une partie importante de la population. La vaccination avec 2 doses d'AstraZeneca coûte environ 4 euros. Alors que celle avec le produit Pfizer, facturée initialement 30 euros, est passée brutalement l'été dernier à près de 40 euros en pleine recrudescence de l'épidémie après la polémique sur les accidents liés à son concurrent, AstraZeneca. Il est donc légitime, écrit-il, de s'interroger sur l'origine des informations qui a fait que la France, et d'autres d'ailleurs, a abandonné l'AstraZeneca au profit du Pfizer. Il semble bien qu'il s'agisse d'une action pilotée par Pfizer pour éliminer son concurrent et majorer ses profits en se retrouvant en situation de monopole. Mais le résultat est que la France a dépensé presque 10 fois plus que son voisin anglais, qui était sur l'AstraZeneca, pour un résultat quasi identique en termes sanitaires. Même en donnant un petit avantage au produit Pfizer, le surcoût est-il justifié, interroge Christophe Prudhomme. Bien sûr que non, dit-il. Surtout au regard des résultats financiers, ainsi Pfizer estime que ses revenus liés au vaccin atteindront plus de 33 milliards de dollars en 2021, alors que son chiffre d'affaires total en 2019, avant la Covid-19, donc avant la crise, était de 46 milliards de dollars. Il apparaît donc essentiel d'exiger un contrôle sur les prix des vaccins grâce à un outil majeur qui est la levée des brevets, afin que tous les pays qui disposent des capacités industrielles adaptées puissent les produire en masse au meilleur coût, dans l'intérêt sanitaire de leur population et également de leurs finances publiques. Alors, Thierry, tu viens de parler de laboratoires pharmaceutiques qui gagnent énormément d'argent de manière éhontée. Et à côté de ça, on a un grand problème en France. C'est qu'on est confronté à une réduction des lits, à une pénurie de personnel hospitalier, à des services d'urgence qui ferment, à des étudiants qui arrêtent leurs études parce qu'ils se rendent compte que les conditions de travail dans lesquelles ils vont évoluer sont absolument insupportables. Alors bien sûr, ça, dans le débat aujourd'hui, c'est plus facile de parler des migrations et de migrants que de parler de santé publique. Et la pandémie qui est en train de revenir doucement laisse penser que malheureusement, tous ces services vont encore souffrir énormément, tant par le manque d'effectifs que par les conditions de travail dans lesquelles ils vont se retrouver. Donc je pense que notre système de santé a plus que jamais besoin de notre soutien. Si on n'est pas derrière eux, c'est nous qui en souffrirons. Ouais, tout à fait. Nous sommes solidaires du monde hospitalier et on milite pour justement, non pas un moratoire sur la fermeture des lits, mais sur l'augmentation des lits, et notamment en urgence.
Le gros plan cette semaine, c'est à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, avec le collectif citoyen porte-parole Henri Wirth, qui demande la réouverture de la ligne ferroviaire entre Gardanne et Carnoules. Alors, vous avez monté une association pour dire entre Gardanne et Carnoules, remettre un train, il n'y a plus de train entre Gardanne et Carnoules? C'est-à-dire que ça leur a pris depuis pas mal d'années, ça fait plus de 35 ans qu'ils ont arrêté la circulation aux voyageurs. Et après, c'était l'armée qui s'en servait pour les bioxines et machins comme ça. Et d'un coup, il y a 2 ans, ils l'ont arrêté carrément. Voilà, ça coûtait trop cher, alors que c'était eux qui entretenaient les voies. C'est une voie qui existe, qui a 79 km en tout, de Gardanne à Carnoules, en passant par Tresse, et il y a beaucoup de monde qui attend justement cette réouverture, que depuis pas mal d'années, on se bat pour cette ouverture. On a rencontré toute forme de politique au niveau de la dernière ambassade, etc. Nous avait dit oui, il n'y a pas de problème, on va faire et tout. On a eu Joachim à l'époque, elle aussi nous avait promis que ça se ferait, tout ça. Mais en réalité, jusqu'à avant-hier, on était dans une entreprise où il était en grève. Et il y a une personne qui me disait, mais on nous a dit que ça ne se fera jamais parce que le train il sera fermé, donc vous pouvez construire. Effectivement, c'est ce qu'on a soulevé depuis pas mal d'années. On laissait faire les maires et certains politiques à construire au bord des voies qui existaient. Nous avons à l'heure actuelle des trains qui fonctionnent comme le train touristique, tout ça pour les enfants et tout, c'est une bonne chose. Nous, on voulait s'associer de façon que ça permettait en même temps que les voyageurs pourraient descendre sur la barque, puisque c'est un endroit où il y a un musée. Il y avait un musée et que ce musée vient de disparaître. Le document que j'ai ici, justement que je t'ai donné, il démontre tous les wagons, les trains qu'il y avait, les bus qui étaient en service. C'était quelque chose de formidable. C'était vraiment le fleuron de ce qui nous concerne, les Bouches-du-Rhône. Il y avait le 81, il y avait le train de l'époque, tout ça. Donc on a tout fait disparaître. Donc nous, on se bat justement pour cette ouverture et on lâchera jamais rien. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'à l'heure actuelle, avec la pollution qu'il y a, les effets de serre, tout ça, on doit justement mettre en place le rail. Voilà. D'autant qu'en plus, ils ont fait le doublement ex-Marseille. Et donc ça permettrait aux voyageurs de ne pas prendre la voiture. Voilà. Alors ce que nous on avait dit à cette époque-là, il y a quelques années, il doit y avoir à peu près 5 ans, on avait dit quand on faisait les travaux de doublement de voie, de faire un sens pour les trains qui permettait de tourner et de pouvoir aller sur la barque Tresse, Saint-Maximin et ainsi jusqu'à Carnoules. Tout le monde était d'accord à ce niveau-là. On a reçu plein d'accords là-dessus. Et jusqu'à présent, il n'y a que la CGT qui nous a aidés et le Parti communiste, je suis obligé de le dire, qui était derrière à nous pousser pour nous informer, nous donner toutes les informations pour que cette voie puisse réexister. Voilà, jusqu'à maintenant, on a tendance à fermer et à faire agrandir le chômage, parce que fermer les voies, c'est fermer aussi ceux qui travaillaient dedans, et que moi je regrette, mais on a besoin de rails à l'heure actuelle que de voitures. Je ne suis pas contre les camions et les voitures, il y a une fret derrière, comme on le dit, il y a le fret qui transportait justement les camions et tout ça, et les marchandises dans les zones commerciales et industrielles que nous avons sur Route C et sur Saint-Maximin. Comment ça va aujourd'hui avec des aides à domicile? En fait, au travers de témoignages de militantes, de syndiqués, vous allez comprendre ce que sont leurs conditions de travail, ce que sont leurs rémunérations salariales et à quel point cette profession tant décriée et pourtant essentielle vit dans la souffrance. La question des aides à domicile, c'est le gros problème, c'est qu'elles sont en responsabilité seules face à des patients, face à des personnes vulnérables, handicapées, suite à des sorties d'hôpital ou d'EHPAD, seules, isolées, avec toute la responsabilité juridique que ça incombe et sans statut réel de travail. Les accidents de travail reconnus, les maladies professionnelles pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par le Covid. C'est un vrai problème aujourd'hui, politique, qu'il faut prendre, économique et je dirais idéologique, pour le respect de tout ce que l'on doit à toutes ces personnes vulnérables que l'on accompagne. Ils ferment des lits,
ils ferment des EHPAD. Donc c'est bien le domicile qui est sollicité. Le domicile, c'est l'hospitalisation à domicile pour certains, ou alors c'est de l'action sociale ou du médico-social. Elles ont commencé comme à l'hôpital et dans les EHPAD à travailler, à prendre en charge avec des Covid qui étaient déclarés. Parfois, certaines d'entre elles ont attrapé le Covid et elles ont continué à travailler. Quel que soit l'employeur qu'elles avaient, qu'il soit public ou privé, on les sommait quand même d'aller travailler parce qu'elles étaient à domicile et qu'il fallait intervenir. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'elles n'avaient pas de matériel, ni masque, ni tenue adéquate. Et en plus, le troisième problème qui s'est posé, c'est qu'elles ont pris des grandes responsabilités seules, isolées. Je dis les femmes, parce que 90% sont des femmes. Et qu'elles n'ont pas eu la reconnaissance, même en maladie professionnelle pour certaines d'entre elles. Et pire, qu'elles n'ont pas eu la reconnaissance professionnelle, prime, Ségur. Ils vont vous entendre et qu'on pourra dire de vive voix, Madame Goupil. On a souhaité de se mobiliser aujourd'hui car on est les oublis de la Ségur de santé. On a donné à nos collègues des EHPAD les 183 € depuis l'année dernière. On sent que c'est une injustice parce qu'on trouve que c'est inadmissible. Avec les collègues qui sont dans les EHPAD, ils ont le même diplôme que nous, on fait le même boulot. On a le même employeur qui est le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et pourquoi les autres sont payés et pas nous? Je suis aide-soignante, c'est moi qui vois le patient. Et si quelque chose ne va pas, c'est moi, je suis l'œil du médecin. Et c'est moi qui alerte. On fait un très bon métier. Et si moi j'alerte pas, le médecin ne peut pas savoir si le patient est bien ou pas. On travaille les jours fériés, on travaille un week-end sur 3. Donc on est là au quotidien, au boulot. On passe toute notre vie au boulot. Et moi, personnellement, j'aime ce que je fais. C'est pour cela, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. On va rien lâcher. Voilà, merci. L'aide à domicile, c'est très très vaste. C'est maintenir une personne âgée ou une personne avec mobilité réduite à son domicile, essayer de faire en sorte qu'elle puisse rester dans son lieu de vie, être le mieux possible, le plus longtemps possible. Et c'est toujours cadencé, minuté, parce qu'il faut faire un maximum de choses dans un minimum de temps. C'est le ménage, c'est le repas, c'est sortir une poubelle, enfin tout ça. Et bien sûr, il y a 3/4 d'heure, maximum 1 heure d'intervention et tout ça, c'est rythmé. Il faut prendre le temps de discuter un peu aussi avec la personne parce qu'on n'est pas là pour être un robot. On est là aussi pour prendre soin, écouter les mots que la personne, mots sur tous les plans, que ce soit mental, physique. Prendre quelques instants de plus. Si la personne va pas bien un matin, qu'elle a chuté. Voilà, faut quand même se dire que beaucoup de gens vivent seuls et que c'est souvent le passage de l'aide à domicile qui est très attendu dans la journée. On est rémunéré sur des grilles indiciaires et les premiers échelons de ces grilles vont se retrouver les indices de ces grilles vont se retrouver en dessous du SMIC. Nous souhaitons une revalorisation à minima à hauteur de 10% des salaires du niveau où ils sont aujourd'hui. Qu'on reconnaisse la prise en compte des frais kilométriques. Elles utilisent leur véhicule personnel aussi pour leurs déplacements. Qu'on leur mette des véhicules à disposition. Une vraie reconnaissance, un déroulement de carrière comme tous les agents de la même catégorie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour terminer la rubrique Ils ont dit non, en fait, ils continuent de dire non. C'est la fonderie Sam à Viviers, dans l'Aveyron. Rendez-vous le 1er décembre à Viviers pour justement travailler et mettre la pression pour le maintien de cette industrie. 350 salariés. La parole à David Gisto, le secrétaire de l'UDCGT de l'Aveyron. Le temps est compté, mais ça presse depuis le 10 décembre 2019, placement en redressement judiciaire de l'entreprise. Et là, ça fait 266 jours qu'on est mobilisé pour éviter que des vies soient brisées, qu'il y ait des drames sociaux, que tout un territoire soit condamné à ne plus exister. C'est ce qui se joue.
Et donc notre volonté, elle est intacte, c'est de conserver le maximum d'emplois, c'est de conserver l'outil industriel. On nous parle de réindustrialisation. Qu'en est-il aujourd'hui? On parle de relocalisation. Qu'en est-il aujourd'hui? Avant de parler de relocalisation, faisons en sorte de conserver l'existant. Et la fonderie a un rôle majeur à jouer dans notre pays. Sauf que les constructeurs, et notamment Renault, ont décidé de toute autre chose. Et donc il n'est pas acceptable, il n'est pas pensable, il est irresponsable de laisser faire Renault et qu'ils aient droit de vie ou de mort sur 350 salariés, sur 350 familles, sur tout un territoire. Donc nous, notre combat, il est juste et il va se poursuivre. Il va se poursuivre parce qu'on considère que on a un avenir. Notre activité industrielle, elle a un avenir. Et donc il y a besoin à la fois de l'appui de l'État. Plus que jamais, ils ont la possibilité d'inverser le cours des choses. Nous avons l'appui de la région, l'appui du département, l'appui des élus locaux, l'appui de toute la population. Et donc, on ira jusqu'au bout parce que on veut rester digne et qu'il est hors de question. Un territoire qui a déjà connu la fermeture de la sidérurgie, la fermeture de la mine, que l'on puisse accepter d'être condamné alors qu'il y a des solutions possibles. Il y a des repreneurs qui sont prêts à pouvoir déposer un projet à condition qu'il soit aidé financièrement. Et donc, chacun doit jouer son rôle. Et il est évident que nous irons jusqu'au bout. Et d'ici le 19 novembre, d'autres actions seront menées. Et je lance un appel le jeudi 4 novembre. On appelle à nouveau un grand rassemblement devant la SAM à partir de 17h15. On appelle la population, mais tous ceux qui ont envie de... On est sur pas une ZAD, pas une zone à défendre, mais une usine à défendre. Et tout un territoire doit se mobiliser, mais au-delà de tout un territoire, une région, parce qu'il en va de notre avenir. Et soyez-en sûrs, on tiendra, parce qu'on est déterminés et on est fiers de travailler ensemble et de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Eh bien voilà, notre 37e numéro est bouclé. On se revoit la semaine prochaine, c'est sûr. Passez une bonne semaine et soyez-nous fidèles sur notre chaîne YouTube, sur nos groupes Facebook Hebdo des luttes et Plus belle des luttes. À la semaine prochaine. Ciao Philippe. Ciao à tous.